Aujourd'hui, dans ce podcast Vivre avec le TDAH de la Fondation Pôle Autisme, on va parler des comorbidités. Bonjour. Oui, un sujet absolument central, parce que le TDAH, en fait, se présente très rarement tout seul. C'est exactement ça. On a souvent l'image d'un simple trouble de l'attention, de l'agitation, mais la réalité est bien plus complexe. Tout à fait. L'idée aujourd'hui, c'est de décrypter ce qui accompagne si souvent le TDAH. On va voir ce que signifie ce mot, comorbidité, identifier les troubles les plus fréquents, que ce soit chez les enfants ou les adultes. Et surtout, on va essayer d'en tirer des leçons pratiques pour les familles. Et pour ça, on va s'appuyer sur des recherches scientifiques très solides. Oui, on a notamment une méta-analyse immense qui va paraître en 2025 sur près de 40 000 jeunes. On a aussi une grande étude suédoise sur les adultes et une autre qui explore les risques à plus long terme. Parfait. Alors, on se lance. Commençons par la base. Ce mot comorbidité, il sonne un peu médical, un peu intimidant. Qu'est-ce que ça veut dire simplement? C'est un terme technique, mais l'idée est assez simple en fait. Une comorbidité, c'est la présence d'un ou de plusieurs autres troubles en même temps que le trouble principal, ici le TDAH. D'accord. Donc ce n'est pas une complication du TDAH, c'est bien autre chose. Exactement, c'est un point crucial. Ce n'est pas le TDAH qui crée l'anxiété, par exemple. C'est un diagnostic distinct qui coexiste. La personne a un TDAH et elle a aussi un trouble anxieux. D'accord, je vois. Et j'ai vu dans une des études qu'il y a même deux types de comorbidité. Oui, c'est une distinction qui aide à clarifier les choses. D'un côté, il y a ce qu'on appelle la comorbidité homotypique. Homo pour même. C'est ça. Ce sont des troubles qui appartiennent à la même grande famille. Par exemple, le TDAH et le trouble du spectre de l'autisme, ce sont tous les deux des troubles neurodéveloppementaux. Quand ils sont ensemble, c'est homotypique. Logique. Et l'autre type, du coup? C'est la comorbidité hétérotypique. Hétéro pour différent. Là, on a des troubles qui viennent de catégories différentes. L'exemple classique, c'est le TDAH associé à, disons, un trouble dépressif qui est un trouble de l'humeur. Je comprends. Mais ce qui me frappe vraiment dans tout ça, c'est une idée qui revient tout le temps dans nos sources. Le TDAH pur, c'est-à-dire sans aucun autre trouble, serait en fait l'exception. C'est le point le plus important, je pense. La comorbidité, ce n'est pas un cas particulier, c'est la norme. Le TDAH seul est rare. Et ça change tout. J'imagine que ça ne fait pas qu'additionner les problèmes. Non, pas du tout. Ça les multiplie, ça les complexifie. L'interaction entre les troubles crée une situation nouvelle, souvent bien plus difficile à gérer et qui, oui, aggrave le pronostic. On a des exemples concrets de ça. Par exemple, l'association TDAH et troubles oppositionnels avec provocation, le fameux TOP. C'est fréquent, non? C'est même le plus fréquent chez les enfants. Et les études sont très claires, hein. Les jeunes qui ont ce combo, TDAH plus TOP, eh bien, ils ont des comportements plus agressifs, plus de difficultés à l'école, et ils sont aussi plus rejetés par leurs camarades. L'un amplifie l'autre en quelque sorte. C'est exactement ça. Et c'est pareil pour une comorbidité plus interne, comme l'anxiété. Ah oui, quel est l'effet là? L'anxiété vient en quelque sorte consommer les ressources mentales. La mémoire de travail, par exemple, qui est déjà un point faible dans le TDAH, est encore plus affectée par le brouhaha mental de l'anxiété. Je vois. Ça peut même rendre les traitements moins efficaces, j'imagine. Oui, et il y a une autre conséquence plus grave encore. Certaines études montrent que plus il y a de comorbidité, plus le risque de comportement suicidaire augmente. Donc ce n'est vraiment pas un détail. C'est un enjeu absolument vital. Alors plongeons dans les chiffres justement. Pour les enfants et les adolescents, qu'est-ce qu'on sait? Alors là, la grande méta-analyse de 2025 nous donne une vision très précise. Sur près de 40 000 jeunes avec TDAH, le trouble qui arrive en tête, et de très loin, c'est le top. Le trouble oppositionnel avec provocation? Oui, on le retrouve chez 34,7% d'entre eux. Un jeune sur trois. C'est énorme. C'est énorme. Juste derrière, on a les troubles anxieux en général, qui touchent un peu plus de 18% des jeunes. D'accord. Et dans la liste, il y a des choses plus surprenantes. J'ai noté l'énurésie. Oui, l'énurésie, le pipi au lit, qui concerne presque 11% d'entre eux. Et là, on a du mal à voir le lien direct avec l'attention. Le lien n'est pas direct, justement. Ça passe probablement par une sorte d'immaturité de certains circuits du cerveau qui gèrent à la fois l'attention, l'inhibition, mais aussi des fonctions plus automatiques comme le contrôle de la vessie. C'est un signe que le développement neurologique est un peu atypique sur plusieurs plans. Fascinant. On sent bien que ces comorbidités, ce sont aussi des signaux pour l'avenir.
Est-ce qu'avoir plusieurs diagnostics pendant l'enfance, ça augmente le risque d'avoir des troubles encore plus sévères plus tard? Malheureusement, la réponse est oui. C'est ce que montre l'étude de Jesson et ses collègues de 2023. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Leur conclusion est assez préoccupante. Un jeune avec un TDAH et au moins une autre comorbidité psychiatrique a un risque 2,1 fois plus élevé de recevoir un diagnostic de schizophrénie à l'âge adulte. Multiplié par 2, c'est considérable. Et le risque augmente avec le nombre de comorbidités, c'est ça? C'est bien ça. Plus il y en a, plus le risque est élevé. Mais pourquoi? Est-ce qu'il y a une cause commune, une sorte de vulnérabilité génétique partagée? Ou est-ce un effet boule de neige, où les difficultés s'accumulent et fragilisent la personne? C'est la grande question. Et la réponse est probablement un peu des deux. Il y a sans doute une vulnérabilité de base commune. D'ailleurs, l'étude identifie 5 comorbidités particulièrement à risque, hein. L'autisme, la déficience intellectuelle, l'éthique, la dépression et le trouble bipolaire. D'accord. Mais il y a aussi très certainement cet effet boule de neige, l'accumulation des échecs, des difficultés sociales, ça use et ça peut rendre plus fragile face à l'émergence d'un trouble plus sévère à l'âge adulte. Le tableau est complexe pour l'enfance. Mais alors, qu'est-ce qui se passe après? Une fois adulte, le profil des comorbidités change. Il change de visage, mais il ne disparaît pas, bien au contraire. C'est ce que montre la grande étude suédoise de Chen. Et que nous dit-elle? Elle nous dit que les comorbidités psychiatriques restent la règle. Et tenez-vous bien, la prévalence de troubles comme la dépression, l'anxiété ou le trouble bipolaire est plus de 9 fois supérieure chez les adultes avec TDAH. 9 fois. C'est... c'est une autre dimension. Ce n'est pas un peu plus. Non, c'est un autre monde. Ça veut dire qu'un médecin qui suit un adulte avec un TDAH devrait systématiquement rechercher ces troubles. Ça devrait être un réflexe. Absolument. Mais ce n'est pas tout. Cette étude va encore plus loin. Elle nous parle de santé physique. Exactement. Et là, on touche à quelque chose de plus récent et de passionnant. Le lien avec les comorbidités métaboliques. C'est-à-dire le diabète, l'hypertension. Quel peut être le lien? Alors, il y a plusieurs hypothèses. D'abord, une explication comportementale, assez logique. L'impulsivité, l'inattention. Ça peut rendre difficile de bien manger, de faire du sport ou même de suivre correctement un traitement. D'accord, ça c'est l'explication mécanique si on veut. Voilà. Mais il y a une autre piste, plus biologique. On pense qu'il pourrait avoir des mécanismes communs. Par exemple, une inflammation chronique dans le corps ou un dysfonctionnement du système immunitaire qui pourrait être à la racine à la fois du TDAH et de ses problèmes métaboliques. Le problème ne serait pas que dans la tête, mais dans tout le corps. C'est un peu l'idée, oui. Et ce qui est encore plus fou dans cette étude sur les adultes, c'est la différence entre les hommes et les femmes. Ah oui, là, les profils sont radicalement différents. C'est spectaculaire. Chez les femmes adultes avec TDAH, la comorbidité numéro 1, c'est l'anxiété. De très loin, ensuite, la dépression, le trouble bipolaire, un tableau très internalisé. Tourné vers l'intérieur. C'est ça. Alors que chez les hommes, C'est tout l'inverse. complètement. Chez les hommes, le trouble le plus fréquent, c'est le trouble lié à l'usage de substances. L'alcoolisme, la toxicomanie. C'est un profil beaucoup plus externalisé, tourné vers l'action, la prise de risque. Et les troubles métaboliques, c'est aussi plus chez les hommes? Oui, l'anxiété et la dépression viennent après, mais ce sont eux qui sont le plus touchés par le diabète ou l'hypertension. C'est une information capitale. Ça veut dire qu'on ne peut pas avoir une approche unique, on ne doit pas chercher la même chose chez un homme et chez une femme qui ont un TDAH. Absolument. Sinon, on risque de passer à côté de l'essentiel. Que ce soit un trouble anxieux très handicapant chez une femme ou un problème d'addiction qui s'installe chez un homme. D'accord, on a fait un grand tour d'horizon. Si on essaie de synthétiser, maintenant, pour une famille, pour un proche, quels sont les grands messages à retenir de tout ça? Le premier message, pour moi, c'est un message de validation, de déculpabilisation. C'est de comprendre que si la situation paraît très complexe, eh bien c'est normal. C'est ça la norme. Le TDAH pur est un mythe. Voilà. Accepter cette complexité, c'est un premier pas essentiel pour arrêter de se dire que tout vient uniquement de l'inattention ou de l'agitation. Ça donne un cadre pour comprendre pourquoi c'est si difficile. Le deuxième message, logiquement, découle de ça. Oui, c'est l'importance capitale d'une évaluation complète. Quand un diagnostic de TDAH est posé, il ne faut surtout pas s'arrêter là. Il faut chercher activement la présence de ces autres troubles, l'opposition, l'anxiété, les troubles de l'humeur, les difficultés d'apprentissage.
Parce qu'un diagnostic partiel, ça mène à un accompagnement partiel, et donc potentiellement à un échec. C'est ça. Ce qui nous amène au troisième point. L'accompagnement doit être global, intégré. On ne peut pas juste traiter le TDAH et espérer que le reste suive. Il faut des interventions spécifiques pour chaque problème. Tout à fait. Une thérapie pour l'anxiété, une guidance parentale pour le trouble oppositionnel, en plus de l'accompagnement pour le TDAH. Il faut agir sur tous les fronts en même temps. D'accord. Et le dernier message, qui s'adresse peut-être plus directement aux proches ou parents. Oui, c'est leur rôle d'observateur, de sentinelle. Ce sont eux qui sont en première ligne pour repérer les signes qui semblent dépasser le cadre du TDAH. Une tristesse qui s'installe, des peurs inhabituelles, une opposition qui devient systématique. Il ne faut pas banaliser. Surtout pas. Il ne faut pas se dire «Ah, c'est encore le TDAH». Il faut en parler aux professionnels, c'est de la prévention. Pour résumer notre discussion, si on reprend l'image de l'iceberg du début, le TDAH, ce n'est que la pointe visible. Et ignorer tout ce qu'il y a sous l'eau, c'est prendre le risque de foncer sur les vrais dangers. C'est une excellente synthèse. La comorbidité, c'est la règle. Elle façonne tout le parcours, de l'enfance à l'âge adulte, avec des défis qui évoluent et des profils très différents pour les hommes et les femmes. Bien, notre analyse s'arrête ici. Pour finir, comme à chaque fois, on aime bien laisser une question ouverte, une idée pour prolonger la réflexion. Oui. Toutes ces études, elles nous montrent des trajectoires de risques, des probabilités, mais jamais des fatalités. Un diagnostic précoce, un soutien complet, ça peut vraiment tout changer. Mhm. Alors, la question à emporter pourrait être celle-ci. Au-delà des symptômes les plus évidents d'inattention ou d'agitation de mon enfant, de mon proche, ou même de moi-même, quelles autres fragilités peut-être plus discrètes est-ce que j'observe? Des fragilités émotionnelles, comportementales? Et comment trouver la force et les mots pour en parler et s'assurer qu'on regarde bien l'iceberg en entier et pas seulement sa pointe? Ce podcast vous est proposé par la Fondation Pôle Autisme. Merci d'avoir écouté Vivre avec le TDAH, produit par le docteur Stéphane Hélier pour la Fondation Pôle Autisme. Prenez soin de vous, à bientôt.